Day Trading, le podcast spécial REER. Puis pourquoi pas le CELI aussi? Salut les tripeux des marchés, j'espère que vous allez bien. Patrick au micro pour vous animer un autre super épisode qui, on l'espère bien entendu, vous permettra d'optimiser votre réalité financière. Un incontournable dans cette période de l'année du mois de février, là, on parle de REER, les pour, les contre, les limites, bref, apprendre à bien l'utiliser à notre avantage. Je vous le dis, c'est vraiment important et ça peut faire une réelle différence dans nos résultats au cours de notre vie, là, si on fait ça à chaque année, optimiser son REER. Je suis en compagnie, comme à l'habitude, de François Joly-Dubois, le sensei du trading. Je dis sensei parce que François, c'est une des personnes que je considère les plus généreuses que je connaisse lorsqu'il s'agit de partager son savoir et ses connaissances. À chaque fois que j'assiste à un live ou une formation ou même une discussion en privé, je suis tout le temps impressionné. Il est super généreux, même après quelques années à le côtoyer. Son dévouement à faire passer la notion ou le principe m'émeut. Donc, je suis émotif quand je suis en compagnie de mon mentor. Comment ça va, mon généreux sensei? Ça va super bien. Tu as très bien lu ton texte. Laisse-moi penser, je vais te donner ton 20 $ tantôt. Sinon, oui, ça va super bien. Écoute, un bon début d'année pour les marchés boursiers. Quasiment 6, ça l'a piqué quasiment up 8 % en début d'année pour l'S&P. Donc, notre portefeuille long terme va très bien. Sinon, il faut investir dans nos REER et nos CELI. Ça, c'est un coup dur qui fait mal un coup. Tu sais, quand on investit 2, 3, 5 000. Puis là, je crois, Vincent pourra confirmer, mais je crois qu'on est rendu à 31 000 $ maximum pour le REER. Donc, ceux qui veulent maximiser leur REER, il faut quand même avoir eu une bonne année, peut-être en bourse, pour sortir 30 000 $. Mais bon, fait que c'est un coup dur à faire en début d'année. Mais sinon, ça va super bien. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que Vincent va nous apprendre, parce qu'on apprend tout le temps, malgré qu'on est... on baigne là-dedans, on a quand même de l'expérience, mais avoir un fiscaliste avec nous, je crois que c'est la coche. On est chanceux. On est chanceux de l'avoir. On est très chanceux. Tu l'as donc présenté, François Busque, fiscaliste, qui, pour ceux qui ont écouté les 2 derniers épisodes, si vous vous en souvenez, puis c'était pour notre plus grand plaisir, comme François l'a dit, c'est invité lui-même. Donc, vraiment, on est très heureux de te recevoir. Comment ça va, mon cher Vincent? Ça va très bien. C'est sûr qu'on est dans une bonne période au niveau des comptables et des fiscalistes. Surtout là, la production des T5, des fiducies qui s'en vient. Mais ça me fait plaisir de prendre le temps pour parler du REER et du CELI, parce qu'il y a beaucoup de mythes et de légendes sur autant le REER, le CELI. Donc, si je peux aider les gens à vulgariser puis vraiment à expliquer c'est quoi qu'il faut aller chercher si on a un petit effort à faire, c'est où est-ce qu'on peut le faire pour notre REER et notre CELI. Et ensuite, vu qu'on est vraiment un groupe de day trading, on va faire quand même un rappel de c'est quoi les placements, puis c'est quoi la composition d'un REER, d'un CELI en placement, puisque c'est vraiment pas des outils qui ont été mis en place par le gouvernement là, pour faire des échanges court terme. C'est pas des mécanismes de transactions, de day trading, mais plus d'investissement long terme. Comme François a mentionné, les placements, ça a remonté cette année. Fait qu'aussi bien en profiter pour peut-être faire notre fameux DCA qu'on appelle, qu'on voit souvent sur Internet. Ça passe via le CELI, via le REER. Ça va être très intéressant. Puis là, il l'a dit, Vincent, dans le fond, c'est une période pour les gens en fiscalité ou comptable, c'est très intense ce temps-ci de l'année, donc doublement en gratitude. Donc, on va se lancer, on va ouvrir nos oreilles, on va aller explorer ça de nouveau, voir qu'est-ce que ça dit. Donc, on voulait commencer avec un retour rapide sur les grandes lignes de chacun des programmes, là, que ce soit le REER ou le CELI. Okay. Donc, on va commencer par le REER. Pourquoi le REER? Parce que selon moi, c'est le seul mécanisme qu'un salarié a pour récupérer de l'impôt. On est d'accord que l'impôt, c'est de l'argent qu'on verra possiblement jamais dans notre vie. Donc, on l'envoie au gouvernement, puis notre seule façon en tant que salarié, c'est de cotiser à des REER, puisque ça vient diminuer notre revenu imposable. Le revenu imposable, c'est souvent notre salaire, nos revenus de loyer, nos revenus de transactions qu'on pourrait avoir, de day trading, tout type de revenus
va rentrer comme dans notre calcul de notre revenu imposable, Puis, François parlait du maximum là, de 31 000 en 2023. Mais comment se calcule réellement le maximum qu'on peut mettre dans notre REER? C'est 18 du revenu gagné. Là, je parlais du revenu imposable. C'est deux notions qui sont complètement différentes au fin de l'impôt. Le revenu gagné, lui, il restreint à certains types de revenus. Donc, c'est tout ce qui est passif va être éliminé du revenu gagné. Donc, vraiment, les revenus de loyer, ça ne passera pas. Ça ne sera pas dans notre revenu gagné. Les revenus d'investissement long terme ne seront pas considérés comme du revenu gagné. Des dividendes, on a une compagnie privée, on se verse des dividendes. Ce n'est pas du revenu gagné, c'est vraiment du revenu passif qu'on appelle. Donc, pour avoir des cotisations REER, il faut avoir du revenu gagné, donc des salaires et des revenus d'entreprise. Je dirais le day trading, là, ceux qui sont en entreprise, qui mettent ça comme du revenu d'entreprise, ben, ça va rentrer. Donc, vous créez des revenus imposables qui sont du revenu gagné, mais le plus classique, je dirais, c'est le salaire. Donc, on a le droit à 18 de notre salaire. Je vais utiliser le salaire parce que c'est la moyenne des gens, là, c'est vraiment le salaire qu'on prend. On a le droit à 18 de notre salaire de l'année précédente. Donc, à titre d'exemple, j'ai gagné en 2022, j'ai gagné 100 000 de salaire. Ben, je vais avoir droit en 2023 de mettre 18 000 dans mon REER. C'est sûr que pour une personne qui a un très gros salaire, peut-être 400 000 comme François a mentionné, pour 2023, c'est 30 780 précisément le montant qu'il va pouvoir mettre dans son REER. 2022, c'est elle qui nous concerne, là, le maximum admissible, c'était 29 210 mais le prince, oui, vas-y François. Ben, c'est parce que je t'entends parler depuis tantôt et puis tu dis que, si j'ai bien compris, toi, tu préfères le REER parce que tu as raison aussi, l'impôt, c'est de l'argent on ne reverra plus, mais on entend beaucoup parler, puis moi, je suis plus penché là-dessus. Je trouve ça plus intéressant, maximiser puis il y a deux écoles de pensée, mais maximiser le CELI, parce que le CELI, je sais que c'est de l'impôt qu'on a déjà payé dessus, mais tout l'argent qu'on met là-dedans, évidemment, si on fait des bons placements, c'est à l'abri de l'impôt, là. Puis, tu sais, quand on parlait, moi, je parle beaucoup d'intérêts composés. Je sais qu'on peut sauver de l'impôt avec les REER, mais faire des revenus avec l'intérêt composé puis qui n'est pas imposable, vite, là, on n'a pas besoin d'en débattre pendant 10 minutes, mais c'est pas plus avantageux, selon moi. Bon, ça ici, c'est un débat qu'on pourrait avoir longtemps, parce que tu as l'argument aussi que, ben, à la retraite, quand je vais retirer mon REER, ben, il est imposable. Donc, qu'est-ce que j'ai économisé en impôts, je vais le redonner. Moi, ça, j'appelle ça un mythe, à cause que c'est prouvé là, qu'à la retraite, les gens vont avoir beaucoup moins de dépenses. Donc, généralement, la maison va être payée. Donc, en principe, le retrait va s'effectuer à un taux d'impôt qui va être beaucoup plus faible. On va parler là, des fois là, du 20 à 30 versus des revenus qui actuellement peuvent être imposés à du 40, 50, oui. OK. Mais si quelqu'un reste dans le taux marginal, mettons, quelqu'un qui je comprends qu'en théorie, on a moins de besoin d'argent en vieillissant, mais on peut se retrouver facilement dans le taux marginal là, quand on gagne, mettons, 100, 150 000. Quelqu'un qui retire, là, on va dire à 65 ans, qui retire encore 150 000 il reste dans le taux marginal. Là. Tout à fait. Mais en tout cas, de qu'est-ce que je vois de ma pratique, c'est ça n'arrive pas. Là. Les gens baissent vraiment de rythme de vie. Quand ils arrivent, là, peut-être pas à 60 ans, mais là, plus qu'on avance en âge, plus que, je dirais, les retraits sont moins du REER. Mais, Patrick, tu voulais... Ben, en fait, c'est que on voit que ça allume déjà des choses. Hein? On se stimule. Dans les autres épisodes, tu avais parlé d'être en mode bébé. Tu sais, il y a les allocations aussi quand tu es plus jeune, tu as des enfants. Donc, tu vas sauver. Tu as un rendement là, quand tu prends un REER. Automatiquement, tu reçois plus d'allocations. Oui. Par-dessus l'économie que tu fais. Puis, ton placement, il est quand même l'intérêt composé, tu es à l'abri de l'impôt. C'est quand tu retires, tu sais, dans le fond. Fait qu'il y a le principe aussi qui m'habite aussi depuis qu'on t'a accueilli. Mais tu sais,
d'essayer d'en sauver tout le temps le plus possible à court terme tout de suite? C'est ça, c'est l'effet que tu mentionnes, comme que c'est une déduction du revenu imposable, ben lui, ça va venir, il vient avant les crédits d'impôt puis le calcul des allocations. Tu sais, dans une déclaration d'impôt, il faut voir ça comme un paquet de lignes. Ça commence, c'est l'article 3 de la loi de l'impôt, si jamais vous êtes curieux. Ça commence par tous les revenus. On vient mettre là, tous les revenus qu'on a gagnés de différentes sources. Après ça, on va mettre les déductions du revenu imposable. Donc, les déductions du revenu imposable, c'est là qu'il y en a moins, je dirais. Puis, le REER en fait partie. Après ça, on arrive à notre revenu imposable, justement, puis c'est là qu'on calcule notre impôt. Donc, l'avantage du REER, lui, c'est que, on parle souvent des paliers d'imposition. Puis là, je les ai devant moi. Voyez-vous, là, au Québec, on prend un résident québécois. Si on a des résidents des autres provinces, bien entendu, c'est d'autres taux. Mais au Québec, jusqu'à 46 295, c'est 27 et 27,53 que la personne paye d'impôts. Après ça, ben, jusqu'à 50 597, il y a un 5 on va monter à 37,12. Puis là, la prochaine braquette, qui d'après moi comprend la majorité des gens là, au Québec, si on se dit que le salaire moyen, c'est environ 55 000, de 50 197 à 92 580, c'est 37,12. Puis là, après ça, on augmente là, de 92 jusqu'à 112 000, je vais éviter les centaines de dollars, ben là, on passe de 41 à 47 Ça fait que là, ça, c'est un 6 qui est couvert dans 20 000 Puis souvent, c'est dans ces gens-là qui ont plus d'argent disponible pour le REER. Fait que voyez-vous, l'intérêt du REER, c'est d'aller chercher nos dollars qui sont imposés au taux le plus élevé, notre taux marginal, là, pour essayer d'aller gratter des paliers. Parce que si je mets 1 000 puis je suis imposé à 47 et 0,46, ben ça me donne un retour d'impôt de 470 Fait que, tu me parlais du REER versus le CELI, c'est un rendement immédiat. Là. Je viens de faire 47 sous le coup. Fait que, mon CELI, OK, je mets le même 1 000 avant d'avoir mon rendement de 47 ben, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Si c'est dans du placement passif, même avec des bons taux d'intérêt qui se sont améliorés actuellement du 4,75, ben, ça va être quand même me prendre 10 ans avant d'avoir le même rendement sur mon 1 000 Fait que c'est pour ça que moi, chaque circonstance est particulière, mais j'aime bien aller chercher le REER au moins dans les parties, les changements de braquettes là, d'impôts qu'on appelle, ben, ceux-là sont plus payantes. Je dis pas tu te forces pour dedans. Parce que on l'a vu, il y a une braquette là, de 50 000 à 92 000, c'est 40 000 de revenus. Puis il y a 4 d'écart. C'est sûr que là, on ne mettra pas 40 000 pour aller chercher avec 4 Mais à partir de 92 000 à 156 000, là, il y a 9 Puis c'est encore le 50 000 de même d'écart, mais il est rentable parce que c'est des gens qui jamais ont plus d'argent. Fait que j'espère qu'on ne perd pas les gens avec les chiffres, là. C'est fascinant. Sinon, vous pouvez reculer et réécouter. Il n'y a pas de problème. Pour y aller de façon plus vulgaire, c'est plus que notre revenu est élevé au Québec, plus qu'on va aller payer de l'impôt. Puis les braquettes sensibles, donc où est-ce que c'est plus intéressant de mettre de l'argent dans notre REER, ben voyez-vous, entre 112 000 et 92 000, ce 20 000-là est vraiment rentable, là, je dirais, d'espace REER. Puis mais pour tout le monde aussi, pour des jeunes familles, Patrick l'a bien résumé, si on peut réduire notre revenu imposable, on va maximiser nos allocations liées aux enfants. Fait que ça, c'est de l'argent qui rentre à tous les mois dans notre compte. C'est vraiment intéressant parce que, on a fait de l'épargne qui va être utile dans le futur, puis 2, on a maximisé, on a optimisé, en fait, nos allocations. C'est sûr que chaque couple, c'est différent, chaque personne, c'est différent. Puis là, autant là, un comptable qu'un planificateur financier a ces tables d'imposition-là. Vous pouvez les consulter aussi sur le CQFF, le Centre québécois de formation
en planification financière et en fiscalité, c'est toute l'information qu'on peut retrouver facilement. Puis là, c'est à vous de prendre votre décision. Donc, chaque tranche de 1 000 $ va vous donner votre taux d'imposition en retour. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Ben, une fois qu'on a déposé dans notre REER, on reçoit le remboursement d'impôt. On peut soit immédiatement le remettre dans notre REER pour couvrir nos frais de l'année prochaine, ou comme François a dit, ben, on le met dans le CELI. Ça peut être une façon de financer notre CELI, en fait, le REER. Je viens d'entendre ce que Vincent a dit. Avec le retour de REER qu'on a, là, on le lance dans le CELI. On le lance dans le CELI. Oui, tout à fait. Puis là, ça peut devenir un cercle vicieux, mais qui est intéressant. Oui, on ça. Ah oui, c'est que tu remplis ton... Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Excusez-moi, Siri... tu viens de réveiller Siri. Même Siri est excitée par cette transaction-là. On collecte notre REER et on le transfère dans le CELI. C'est ça. Puis puis là, dans ton CELI, ben là, tu fais des petits, tranquillement, pas vite. Si on va justement aux cotisations là, du CELI, voyez-vous, là, avec 2022 qui vient de passer, une personne qui avait 18 ans en 2009 peut avoir droit à 81 500 dans son CELI. Donc, je ne sais pas, il est rentable dans son CELI, ben, il peut générer ses cotisations réelles. Vous comprenez? Oui. C'est que ça peut devenir le remboursement d'impôt, on le prend, on l'envoie dans le CELI, on fait des placements, il nous génère des revenus, on les sort de notre CELI avant la date limite, parce que tout le monde sait que la date limite des cotisations REER, c'est le 1er mars. Tout le monde pense que c'est le 28, mais en réalité, c'est 60 jours après la fin d'année. Donc, quand on fait le compte en termes de jours, ça nous donne 31 en janvier, 28 en février, plus 1. Donc, on arrive à notre 60 jours. Donc, c'est vraiment le 1er mars qu'on peut cotiser, jusqu'au 1er mars qu'on peut cotiser. Donc, ce cercle-là, il est quand même intéressant. C'est sûr qu'il faut l'enclencher. Il y a un coût à donner. Puis, faire le DCA, souvent, quand pour un salarié, c'est quand même assez simple. Moi-même, je le fais là, via ma paye aux 2 semaines. Il me prélève un certain montant d'argent. Puis, c'est une forme de DCA parce que j'achète des fonds indiciels là, avec ça. Pour les gens qui écoutent DCA? Oui, Dollar Cost Averaging, c'est moyenné c'est pas nécessairement moyenné à la baisse, mais c'est, mettons, on a un budget, on va dire, de 1 200 $ par année dans nos REER ou nos CELI. Au lieu de mettre 1 200 $ en janvier ou en février, on met 100 $ par mois. Donc, à la fin de l'année, ça nous fait une belle moyenne. Là. Fait que, on est quand même, façon de parler, là, à l'abri des grosses fluctuations là, à la hausse ou à la baisse. Qui est une stratégie principale là, qu'on voit avec les... dans le fond, dans l'épargne, là, avec les conseillers financiers et les banques, souvent, ils vont même nous suggérer de faire ça. Là. Donc, c'est très intéressant. Il y avait un point qui m'habitait aussi parce que la question de François au départ, c'était de dire, tu sais, on va leur payer l'impôt plus tard, mais quelqu'un qui est salarié, il y a une réalité, mais quelqu'un qui est propriétaire d'une incorporation, par exemple, il pourrait décider, lui, d'avoir une stratégie de sortie. Là, je me questionne en même temps, puis je demande à Vincent. Il pourrait décider, lui, qu'à un moment donné, avant d'attendre que ça soit transféré au FER, là, qu'on soit obligé, il pourrait décider que les dernières années, il ne sort plus d'argent de sa compagnie, puis il sort son REER graduellement à des taux plus bas, dans le fond, d'imposition. Tout à fait. En fait, le FER, c'est qu'à partir de 71 ans, l'année là, que le 31 décembre va inclure le 71 ans d'un particulier, on est obligé de commencer progressivement à sortir notre REER. Mettez, là, j'ai le calcul devant moi, c'est environ 5% qu'il faut sortir, puis plus qu'on va vieillir, plus que le gouvernement nous oblige à retirer des montants pour... je crois pas que c'est réellement d'imposer le montant, mais plutôt pour réduire là, les transferts de patrimoine. Donc, oui, dans le cas de propriétaires d'entreprises, des fois, on va... et aussi des situations particulières d'impôt minimum de remplacement, on va aller chercher là, du REER plus rapidement. Donc, on va le décaisser pour éviter les règles du FER. C'est sûr que ça va dépendre des montants qui ont été accumulés. Là. Si l'impact du FER ne fait pas trop mal,
on va le laisser là, puis on va attendre que ça devienne un fer. C'est du cas par cas, mais oui, dans certains cas, ça va arriver. Ce qui m'amène aussi à parler, là, on n'a pas couvert toutes les règles, là, si je reviens au sujet, c'est le maximum qu'on peut mettre dans notre REER, là, c'est sur l'avis de cotisation fédérale. Chacun va avoir l'information, parce que des fois, on a une grosse entrée d'argent une année, un bonus, par exemple, au bureau. Puis là, si on fait seulement appliquer la règle, j'ai parlé du 18 on va dire que j'ai pas le droit à en mettre tant que ça, finalement. Mais où on a vendu un immeuble à revenu, on a vendu notre maison ou XYZ, puis on a une grosse entrée d'argent, bien, sur votre avis de cotisation, vous l'avez votre montant que vous avez le droit, parce que les droits, ils s'accumulent. Le 18 c'est un montant qui va grossir ça d'année en année si on ne l'utilise pas au complet. Ensuite, il y a un petit seuil. Si jamais on n'est pas prévoyant, puis on a dépassé notre limite qu'on pouvait mettre dans notre REER, moi j'appelle un buffer qui serait de 2 000 $. Chaque individu a ça, mais c'est 2 000 $ une fois dans la vie. On va parler aussi, tant qu'à faire, là, des pénalités, parce que, mettons qu'on voudrait vraiment abuser des deux régimes. Là, je veux vraiment le CELI et le REER. Ben, voyez-vous, c'est 1% par mois, la pénalité, de l'excédent à la fin d'un mois. Donc, ça peut quand même aller assez vite. Je veux dire par là que la pénalité, ils vont nous dégraisser le CELI et le REER quand même assez rapidement si on dépasse. Donc, c'est vraiment recommandé là, de ne pas dépasser les cotisations qu'on a le droit. Attendez, là, c'est que je regarde un petit peu mes notes par rapport à ça. C'est sûr que les retraits du REER, on l'a mentionné, sont imposables. Le CELI, aucun impôt au retrait. Et aussi les revenus gagnés. Tout simplement, vous mentionnez que dans les deux cas, les revenus ne sont pas imposables, mais bien entendu, ils doivent être inclus dans des placements admissibles. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, sur le chat des initiés ou sur le site web, là, pas le site web, mais plutôt la plateforme Facebook des trading, il y a des gens qui posent la question: comment ça, je ne peux pas acheter un Pink ou un OTC avec mon REER ou avec mon CELI? C'est simplement qu'au sens de la loi de l'impôt, ce n'est pas des bourses qui sont reconnues. Des OTC, c'est souvent des compagnies étrangères ou des compagnies qui ont des difficultés financières. Si votre plateforme vous y donne accès, dites-vous qu'en théorie, vous n'avez pas le droit d'avoir ça dans vos CELI et dans vos REER. Ce qui m'amène à un sujet qu'on voulait, je voulais céder la parole. C'est quel genre de placement il faudrait avoir dans un CELI, dans un REER selon vous? Patrick et moi, on n'est pas aptes à donner des recommandations. On a le droit de parler de... peut-être Patrick, mais moi, vu je suis peut-être un peu dans le milieu, là, je ne veux pas me faire squeezer puis dire « Hey, Fuji, François, il a dit d'acheter ça. » Mais j'ai le droit de parler de moi, qu'est-ce que j'ai, puis qu'est-ce que j'aime. Moi, qu'est-ce que j'aime, puis de toute façon, le monde qui nous écoute depuis longtemps le savent, on est pro FNB, les indices, exemple, le Nasdaq, le S&P, sans donner en anglais, on dit des single names. Quelqu'un qui veut faire un placement, exemple, sur le... Puis c'est drôle que tu parles de ça. Cette semaine, on en a parlé. Quelqu'un parlait de ses actions d'énergie. N'ont pas monté. J'ai fait une comparaison avec XEG, c'est le FNB de l'énergie. Son titre, je pense, avait perdu 10 %, mais le fonds d'énergie, XEG, le FNB, a fait 10 %. Donc, sans donner de recommandation, mais quelqu'un en anglais, on dit qu'il est bullish, quelqu'un qui voit un secteur haussier, au lieu d'acheter une compagnie dans ce secteur-là, pourquoi pas y aller avec l'indice du secteur? Il y a des indices sur n'importe quoi. Il y a les indices de technologie, les indices de l'or, l'indice de véhicules électriques. Donc, si c'est des secteurs qui vous allument, moi, qu'est-ce que je fais, que j'aime mieux faire, c'est acheter des indices. Donc, puis les indices qu'on regarde beaucoup, que tout le monde connaît, là, l'indice du Dow Jones, du Nasdaq, du S&P. Donc, je ne dis pas qu'il faut acheter ça, mais on en fait souvent, je ne veux pas dire la promotion, mais on le donne souvent comme exemple. Le S&P 500, depuis les 50 dernières années, rapporte environ 10 % par année. Donc, le Nasdaq, peut-être un peu plus, un peu moins. Puis, je serais curieux de faire le Canada. Je ne l'ai jamais fait. Mais bref, avec l'acronyme en anglais, KISS, Keep It Simple, Stupid. Des fois, il faut arrêter de se casser la tête, y aller peut-être un peu plus simple.
Donc, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai investi dans mes REER, CELI? Oui, j'ai des compagnies de qualité. Pas besoin de vous les nommer, mais vous les connaissez toutes, les compagnies de qualité. Allez voir dans le Toronto, là, exemple, le Métro, Dollarama, c'est deux compagnies que j'affectionne beaucoup, mais ils font partie de l'indice de Toronto. Donc, quelqu'un qui débute en bourse, quelqu'un qui commence à faire des placements, pourquoi pas y aller avec des produits quand même assez simples. Puis acheter un indice où je crois que c'est quelque chose quand même qui est assez simple. Mais là, je rouvre la parenthèse puis je la referme, c'est pas des recommandations d'achat. C'est seulement des produits que je trouve intéressants pour le long terme. Vas-y, Patrick. Moi, ça m'amène une question, en fait, parce que c'est quel type de produit, mais aussi dans quelle bourse, parce qu'on voit, même on a vu, je sais que c'est pas le sujet, mais depuis le début de l'année, le Publicly Traded Partnership. Il y a comme des retenues d'impôts qui se font quand on vend nos trucs. Ah, oui. Est-ce qu'il y aurait une réflexion à avoir à ce niveau-là sur qu'est-ce qu'on choisit? Parce que est-ce que ça se parle, ça? Est-ce que le fait que c'est d'un REER, ils nous les retiennent pas? Ou ça, c'est une question que j'ai. Okay, premièrement, c'est un changement là, qui y a eu dans le pas international, mais la loi de l'impôt aux États-Unis, en fait, qui mentionne que désormais, les sociétés de personnes aux États-Unis qui sont listées en bourse, parce que cet article-là s'appliquait en réalité sur les sociétés de personnes américaines non listées en bourse. Nous, on l'appliquait. Mais maintenant, les sociétés américaines qui sont listées en bourse, qui possèdent des actifs qu'on appelle des biens canadiens, des biens américains imposables. Donc, c'est quoi un bien américain imposable? Un bien américain imposable, c'est un immeuble. C'est tout bien physique, immeuble, qui est détenu sur le sol américain et où toute compagnie qui possède plus de 90% de la valeur de ses actions est reliée à plus de 90% de la valeur de ses actions est reliée à des biens américains imposables, donc à des immeubles aux États-Unis. Donc, des REIT, par exemple, ça serait un exemple, ça? Non, des REIT, non. Il faut que ce soit une société en commandite, une société de personnes. OK, société de personnes. Souvent, tu le vois dans LP, Liable Partnership. Là, ils veulent appliquer, en fait, l'équivalent au Canada, c'est l'article 126.1, qui dit que le gouvernement américain et le notaire, en fait, doit retenir 10% du produit brut. C'est ça que les gens n'aiment pas, parce que c'est le produit brut. Ça fait que si j'ai investi 1 million, puis je vends, j'ai pas fait une scène, mais il faut que le notaire me retienne 100 000 $. Même si tu vends à perte, mettons, tu as fait une perte, là, il va retenir 100 000. Même si tu as fait une perte, c'est le montant brut. Puis ça, nous, on le voyait bien beaucoup dans la vente des immeubles. Et une vente de condos aux États-Unis, le notaire, il faut qu'il retire 10% là, de la vente, puis après ça, on produit les déclarations américaines, puis on va récupérer cet impôt, cette retenue-là. Ça fait que, c'est quelque chose qui est connu. Là, j'ai reçu moi-même la lettre de Desjardins par rapport à ça. Il va y avoir un paquet d'exclusions, bien entendu. Là, certaines sociétés vont pouvoir sortir de cette retenue-là s'ils répondent à certains critères. Mais je vous dirais premièrement, je ne fais pas de la fiscalité américaine à temps plein, mais grosso modo, moi, qu'est-ce que j'ai pris comme action dans mes REER et CELI? J'ai tout sorti les Liable Partnership, les LP. Tu sais, quand on regarde le nom d'une compagnie, quand c'est écrit LP au bout, ça me donne une société de personnes. À titre de prévention, j'ai pas mal vendu avant le 31 janvier, pas janvier, mais 31 décembre, parce que c'est au 1er janvier la mesure entre en place. Le temps que ça se raffine, en impôt, c'est souvent le cas. Les gouvernements changent les lois. Puis ça prend tout le temps une couple de mois, voire des fois des années, pour qu'on interprète bien la loi puis qu'on soit au courant de c'est quoi les placements qui vont être visés. Puis là, c'est mentionné que les plateformes vont l'appliquer. Moi, ça ne me tentait pas là, de voir 10% de mes produits, du capital disparaître, puis d'être obligé de produire des déclarations aux États-Unis pour récupérer ce montant-là. Ça fait que j'ai vendu mes placements que j'avais dans des sociétés en commandite aux États-Unis, même si peut-être qu'elle allait être exemptée de cette nouveauté-là.
Donc Oui. c'est ça. Je m'excuse de te couper. Donc, mettons, je reviens au FNB. En théorie, ça n'arrive pas à ça. Ça ne pourra jamais arriver. Fait que quelqu'un qui veut garder ça simple, allez-y avec des indices, des FNB. Il note tellement. Parce qu'il y a quelqu'un, justement, un membre du Club des initiés, il dit, Colin, j'ai fait une trade. Il dit, j'ai fait 22 au net, puis il s'est fait comme collecter 400 Il capotait à cause de cette histoire-là. Là. Donc, à surveiller. Puis là, tu sais, 400 son cas, ben moi, je peux d'ores et déjà vous dire que inscrire François ou Patrick ça vous prend un numéro comme un peu un AS, là, un numéro d'assurance sociale, ben, il y a l'équivalent aux États-Unis, ben, vous inscrire à ça. Produire les déclarations de revenus de non-résidents qu'on appelle des 10 quarantenaires. Dire que vous avez eu une retenue de 420 que vous voulez récupérer le 420 parce qu'en réalité, vous avez fait un gain de 22 que l'impôt que vous avez à payer, c'est une pièce et quelque chose. Hey, ça commence à être compliqué. Hein? Mais puis là, moi, je vais te charger 2000 pièces pour aller récupérer ton 4000, ton 400. Ben, oui. Vous voyez là, que ça marche pas. Ça... Attends, moi, j'ai eu le réflexe de vendre puis de me dire, dans le pétrole, tu parlais du pétrole, toutes les compagnies de pipeline sont des sociétés en commandite. Ah oui? Ben, la majorité, parce que tu sais, sont propriétaires de pas réellement des terrains, mais ils ont des droits d'usage tout le long du pipeline qui se promène. Fait que souvent, ils vont les mettre en société en commandite. Qu'est-ce qu'on voit qui est vraiment populaire au privé? C'est les resorts de golf. Souvent, en Arizona, entre autres, là, les gens investissent, ils achètent, au lieu d'acheter un condo, puis d'avoir à payer ce 10 %-là, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On avait une société en commandite qui était propriétaire d'un resort de golf en Arizona, puis la personne va acheter une part de la société en commandite au lieu d'acheter l'immeuble. Mais là, il se voyait octroyer le droit d'usage d'un condo durant l'année. Pour lui, c'est avantageux. Il n'est pas propriétaire physiquement du condo, mais de la société en commandite. Mais il pouvait jouer du condo. Puis là, les passes plus faciles à l'étranger, tu n'as pas à échanger, pas besoin de passer chez le notaire, tout ça. C'est un petit peu un changement de mesure américaine pour venir contrer des transactions qu'on faisait, nous, les fiscalistes. Ça arrive souvent, là, on trouve une fenêtre, puis ils ferment la fenêtre. Parce que là, c'est des approches créatives, hein, c'est des choses que les gens vont créer. Puis les gens ne le savent pas, mais dans les REER, on peut quand même en faire de ça. Parce que le fond de ma question, en fait, c'est que dans les produits admissibles dans les REER, il y a des hypothèques. Fait que légalement, moi, je pourrais prêter mon REER à François, qui met une hypothèque sur sa maison pour me le garantir. Ça c'est permis. Je ne sais pas si les gens le savent, mais moi, je l'ai déjà fait. Il y a plusieurs années, j'ai prêté un chum garanti par un terrain. Ça prend un notaire, ça prend une banque. C'est pas un placement que tu fais sur Internet comme quand tu achètes un stock. Mais c'était canadien. Fait que l'exemple de ça, supposons que François veut s'acheter un condo en Floride, puis là, moi, je veux y prêter mon REER. Mais là, est-ce que ça rentre dans cette affaire-là? Est-ce que je vais avoir une retenue sur... La réponse, il fait non de la tête, là, mais ça resterait à vérifier. Mais autrement dit, on peut être quand même créatif. Puis il y a beaucoup plus d'options qu'on pense dans le REER qu'on peut faire. Il y a beaucoup plus de latitude qu'on pense. Mais encore là, ça dépend des montants que vous avez dedans, bien entendu, là, avant de faire des choses comme ça. On préfère un podcast sur la créativité, mais tu parles dans le REER parce que c'est revenu encore cette semaine la question, est-ce que je peux faire une vente à découvert dans le REER? On ne peut pas faire de vente à découvert dans le REER, parce que le REER, l'essence même du REER, c'est comme investir dans une compagnie. On profite à la hausse, on veut que la compagnie aille bien, mais il y a une façon de faire une vente à découvert. Puis là, c'est technique, là. Ça se peut qu'on en perde un peu, mais vous irez lire là-dessus. C'est faire l'achat d'options de vente, des puts qu'on appelle. Donc, si vous pensez, exemple, que, mettons, quand vous aviez, mettons, des actions de cannabis dans vos REER, puis là, vous dites, je crois, ou vous n'avez pas d'actions de cannabis, mais vous pensez que le cannabis va chuter, puis j'aimerais ça profiter de la baisse, bien, on pouvait acheter des options de vente sur une compagnie de cannabis. Donc, si le titre de cette compagnie-là chutait, notre option de vente prenait de la valeur. Donc, c'est une façon de faire de l'argent. Fait que là, c'est un peu créatif, mais c'est 100% légal. Mais si on parlait de produits à transiger, on peut transiger des options dans nos REER. Supposons qu'on fait ça 300 fois dans l'année, Vincent. Ça devient-tu comme de la spéculation pour
le gouvernement, mettons, dans notre REER? Oui, ça, je l'avais déjà mentionné dans d'autres podcasts. Le REER est un petit peu plus... premièrement, c'est mon opinion personnelle. Là. Je ne veux pas inclure personne d'autre dans mon opinion, mais comme le REER est imposé à la sortie, on pourrait se permettre plus de transactions ou être plus spéculatif dans le REER, parce que le gouvernement ne perd rien. Si on fait de... Ouais, si il va on le fait- récupérer à la fin. Ouais, il va le récupérer à la fin. Le CELI, on oublie ça totalement. Là, c'est très, très, très risqué. Mais le REER, c'est un petit peu moins pire du fait qu'il va le récupérer à la fin. Sauf que, comme j'ai déjà dit, c'est pas l'utilité. Parce que nos Non, pertes c'est sont ça. pas déductibles. Ben, c'est ça. C'est à double tranchant, là. C'est ça. On peut pas Ouais. prendre nos pertes, puis on en fait des pertes généralement quand on est dans le spéculatif. C'est très rare les gens qui ont un taux de succès de 100%. Mais juste parce que l'essence de ta question était quand même bonne, là, c'est quoi les impacts fiscaux? Le CELI, on va peut-être éviter les dividendes étrangers. Pourquoi? Parce que le CELI n'est pas reconnu aux États-Unis, donc, et dans les autres pays, que ce soit en Inde ou dans d'autres comptes. Je veux dire, si on détient des titres qui sont en Norvège ou dans d'autres pays, il va y avoir une retenue d'impôt qui va se prendre sur notre dividende, sur l'argent qu'on reçoit, qui va être entre 10 à 15 du dividende qui nous est versé. Donc, c'est pas comme... vous pouvez le faire. Moi, je le fais parce que je me dis, une bonne compagnie, c'est une bonne compagnie, mais je me fais retirer 10 à 15 du montant de mes dividendes. Dans le REER, je dirais, il n'y a aucun... le mécanisme de REER est reconnu dans la majorité des conventions fiscales. Pourquoi je dis majorité? C'est que dernièrement, j'avais une compagnie qui était en Inde, qui était listée sur le Nasdaq, puis je me suis fait retirer une petite partie d'argent parce que cette entité-là, précisément, n'était pas reconnue au fin de la Convention fiscale Canada et l'Inde. Donc, ils m'ont monté, je pense, la même chose, un 10-15 %. Mais si c'est des compagnies, je dirais plus normales, là, Coca-Cola, Nike, les grosses compagnies, dans notre REER, on n'aura pas de retenue sur le dividende. Donc, souvent, on va tenter de maximiser les dividendes étrangers dans le REER et dans le CELI, d'aller plutôt dans les stocks de croissance, malgré que ce n'est pas une recommandation là aussi. Ben, c'est très intéressant. Puis faut garder en mémoire, dans le fond, que c'est notre responsabilité de vérifier ça avant de faire des moves. Si on fait le move, on décide de le faire, puis après, mais on voit que c'est plus complexe qu'on pense. Fait que comme François l'a dit, en résumé, si on veut ça simple, on garde ça simple avec les indices ou des produits canadiens. Dans le fond, en faisant ça, automatiquement, on ne se casse pas la tête, puis on n'a pas besoin d'avoir un niveau de connaissance encore plus grand là, ou d'essayer de surveiller ça à outrance. Là. Puis, tu sais, il y en a qui vont qui vont dire, oui, mais moi, je veux acheter les indices américains, je veux m'exposer aux produits américains ou même des produits émergents. On peut retrouver tous ces produits-là du côté canadien. Donc, quelqu'un qui veut, exemple, investir dans le S&P 500, on peut le faire version canadienne, là, du S&P 500 qui prend le taux de change en considération ou pas. Donc, on n'a pas besoin d'aller, je vais dire jouer, là, on n'a pas besoin d'aller jouer sur le côté américain si ça ne vous intéresse pas. Là. Très intéressant. Donc, on avait un point, mais je pense qu'on le répond depuis tantôt un petit peu, mais pourquoi éviter le day trading dans un REER ou un CELI, dans le fond? C'est la même raison, les deux. Oui. Puis aussi pour shorter, tu sais, à l'éco, il y a les puts, mais les ProShares, il y a beaucoup de fonds qui ont été créés pour aller court sans détenir le titre. Tesla, entre autres, on peut aller court dessus sans détenir. Parce qu'en fait, il faut être sur marge. Quand on ne détient pas la position, shorter fondamentalement, c'est de dire, moi, j'emprunte de l'argent pour peut-être éventuellement acheter le titre. Puis quand on réalise notre cours, c'est là qu'on l'achète, le titre. Ça fait que ça nous prend juste une capacité de marge. Puis en REER puis en CELI, on n'a pas de marge. Mm-hmm. C'est des comptes cash, là, des comptes comptants. Là. C'est ça. Puis quand Vincent parle d'aller court, en anglais, on dit short ou en français, le terme plus connu que le monde
utilisent, ils font une vente à découvert. Fait que comme Vincent disait, on peut aller court, short ou faire une vente à découvert sur des produits. Maintenant, il existe des ETF inversés avec effet de levier ou pas. Donc, c'est pour ça que dans nos comptes REER SELI, des fois, vu que c'est des produits avec effet de levier marge, on sont pas... là, je vais m'abstenir. Je ne sais pas si sont admissibles. Des effets... Bonne question, je vais aller vérifier. Non, ils sont. Oui, OK. Puis, tu sais, vous auriez, mettons, comme je parlais de Tesla, le symbole, c'est TSLQ. Voyez-vous, ça fait que là, on short Tesla. Tesla, je ne sais pas, il doit être proche de 200 là, actuellement. Puis, voyez-vous, l'ETF qui short Tesla, ben, il est à 46. Fait que même pour une personne qui veut, tu sais, tu n'as pas de marge, puis tu veux aller court dessus, ben, c'est moins dispendieux que carrément shorter Tesla. Là. Ben oui, tu viens de faire découvrir ce produit-là. Fait que quelqu'un qui veut faire une vente à découvert sur Tesla, puis comme tu dis, Tesla à 195 $, c'est un titre qui est quand même dispendieux. Là. Puis quelqu'un qui ne veut pas se lancer dans les options de vente put, quelqu'un peut y aller avec le TSLQ. C'est un ETF inversé sur Tesla. Donc, si Tesla tombe, TSLQ devrait monter. Puis Tesla, présentement, se transige à 46 $. Donc, c'est une façon un peu plus, on va dire, abordable de faire une vente à découvert sur Tesla. La compagnie qui les a faites, le AXS, juste si vous voulez faire du pouce, là, ils offrent le même produit pour Nike, Pfizer, NVDA, ils en ont dans du 1.25, du 1.5, du x2, Bear ou Bull, plutôt par en haut, par en bas. C'est vraiment... C'est quoi le nom de la compagnie? Parce que je vais en faire une publication. J'aime ça. AXS. Donc, vraiment... AXS, parfait. Tous les fonds, là, lui de NVDA, c'est NVDS au lieu de NVDA. Ça fait que... En fait, c'est eux qui ont commencé à aller court sur Cathy Wood. Oui. En lançant SARK. Oui, son fonds ARK. En cours. Puis là, depuis ce temps-là, ils ont lancé un paquet d'autres produits pour aller pour shorter des grosses compagnies. C'est juste des grosses. Je ne sais pas s'il a été lancé, mais il y avait le même produit sur Jim Cramer. On pouvait faire une vente à découvert sur tous les produits qu'il décidait d'acheter parce que lui, il a un haut taux de succès. Là. Je pense 80 % des produits qu'il aime, généralement, ça fait l'effet contraire. Ceux qui suivent un peu Jim Cramer, une petite parenthèse, là, Facebook, il y a quelques mois, il avait dit c'est plus bon. Il n'a pas dit que ça allait à zéro, mais il a dit que c'était plus bon. Puis on en avait parlé dans la communauté. Puis Facebook, dans ce temps-là, transigeait à 90 $. Puis moi, j'avais annoncé mes couleurs. J'ai dit, j'en ai déjà dans mon REER, mais j'ai dit là, c'est une bonne place pour en rajouter parce que Cramer devient bearish, la compagnie, il ne l'aimait plus. Puis si on regarde Tesla aujourd'hui, ça l'a doublé. Là. Donc, c'est des drôles d'indices, hein, comme Cathy Wood. Better contre des grosses compagnies, better contre du monde, mais bon, c'est la bourse. Hein, on parlait de diversification de produits, bien ça en est d'autres. Là. Mais ça reste, pour revenir dans le REER, ça reste qu'on se positionne à long terme. On ne va pas se positionner là 2-3 jours, 200 fois par année. C'est ça. Fait que ce n'est pas nécessairement des produits à investir pour le long terme dans le REER. Là. Le temps file, les amis. Est-ce que il restait une note, dans le fond, sur le CELIAP? Puis le fer, on en a parlé un petit peu tantôt, mais tu voulais mentionner quelque chose sur le CELIAP. Oui, le CELIAP, nouveau programme, je sais, qui excite sûrement beaucoup de nos auditeurs, sans avoir de préjugés sur les podcasts. Je crois que notre public est potentiellement plus jeune que mon père et mon grand-père. Donc, je sais que pour vous, le CELIAP, c'est très important. Vous voulez savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai pas... moi, François et Patrick, je crois que les trois, on a déjà une propriété. On est peut-être moins intéressés par le CELIAP parce que ça vise l'acquisition d'une première propriété. Mais je vais le regarder, puis ça va fort probablement être notre sujet là, du prochain podcast de fiscalité. Simplement, laissons passer les impôts. Ça va sûrement être notre podcast là, de ce printemps ou cet été. Ça va être le CELIAP pour vous donner tous les détails et tous les avantages que ça comporte. Mais j'ai vu les grandes lignes. C'est vraiment un croisement entre le REER et le CELI. Les déductions, quand on cotise, ça donne des déductions là, du revenu imposable.
comme le REER, mais il y a pas de... Les retraites, c'était non imposable, mais il faut acheter une maison. Chose que pas tout le monde a accès. Là. Si tu as déjà une maison, tu n'as pas... Oui, puis probablement que c'est comme le rap, il ne faut pas avoir été propriétaire pendant 5 ans, c'est ta première maison ou des choses comme ça. On spécule en ce moment, donc on va attendre. Mais là, on a la preuve que Vincent aime ça venir nous voir. Il vient de se réinviter. Ça va devenir une tradition. Moi, ça me fait plaisir. Mais le CIAP, c'est beaucoup mitigé. Hein? Sur Internet, on entend beaucoup des pour, on entend beaucoup des contre. Moi, comme Vincent dit, on a déjà une propriété. Là. Fait peut-être qu'on n'informe pas trop, mais j'ai hâte d'écouter ça, ce podcast-là. Vois-tu, moi, qu'est-ce que j'essayais de voir, c'est est-ce que je peux me qualifier? Puis je semblais, rapidement, j'avais la conclusion que oui. Même si j'ai déjà une maison, sauf que là, il faut que je vois les effets pervers, parce qu'il y en aurait une. Parce que c'est comme le... Mais tu n'as jamais rappé, donc en théorie... Ouais, mais le il y a une maison. Tu sais, j'ai une maison, je suis propriétaire de... Parce que dans la définition, c'est pour acheter... oui, OK. Ça serait pour cotiser là-dedans. Là. Cotiser, mais pas... C'est comme une personne qui cotise au REEE, mais que ses enfants, au final, ne font pas d'études supérieures. Ouais. Il y a un effet pervers. Il faut que tu rembourses les cotisations du gouvernement, tout ça. Mais ton argent a quand même fluctué hors de l'impôt dans le programme durant ce temps-là. Fait que, c'est ça que je veux voir si... même si des personnes qui ont déjà des propriétés, ça pourrait être intéressant de cotiser à ça, malgré l'effet pervers de ne pas utiliser l'argent pour acheter une maison. Mais tu as fait un lien avec le REEE. Je sais que si, exemple, on a 2 enfants, puis il y en a un qui ne fait pas des études pour se qualifier, puis tu n'as pas besoin des études supérieures maintenant, un simple DEP, là, puis les enfants peuvent se qualifier. Mais mettons, il y a un enfant qui lâche l'école, on peut le transférer à l'autre enfant, puis pas perdre les cotisations. Donc, peut-être, on spécule, là, j'ai aucune idée, là, mais c'est sûr que c'est déjà répondu à quelque part, mais le CELIAP, peut-être que tu pourrais cotiser, puis le transférer un moment donné, un jour à tes enfants. C'est ça. Peut-être que c'est pas déjà répondu. Comme j'ai dit pour le truc sur les sociétés en commandite aux États-Unis, ça, c'est... Avec tout respect que je vois à Trudeau, ça a été lancé rapidement, comme il faut sortir un programme là, pour contrer la hausse fulgurante du prix de l'immobilier. Il faut donner une chance aux jeunes. Donc, tu sais, là, c'est quelque chose que les règles vont se raffiner avec le temps. Oui, ils vont s'ajuster, c'est sûr. Parce que, encore là, le REEE, au début, les études, c'était vraiment, je crois, pour aller à l'université, moi, ça fait peut-être 18 ans, puis l'accès, les écoles DEP, mettons, un DEP, dans le programme que je suis, c'était pas admissible. Puis là, c'est admissible depuis un certain temps. Fait que d'après moi, comme tu dis, c'est nouveau comme produit. C'est sûr qu'ils vont s'ajuster en cours de route, là. Ben, ça va être fascinant. Puis on est des spéculateurs parce qu'on spécule avec vous live, là. Donc, c'est ça. On vient de discuter, là, prenez rien, prenez pas de notes. C'est juste, on jase. Puis on va voir ça. Mais je vais être très curieux, moi aussi, de savoir ça, ne serait-ce que pour mes enfants au futur, tout ça. Donc, on a quand même fait un gros épisode. On trouvait ça important de ne pas le scinder en deux parce qu'on voulait que vous puissiez l'écouter avant la fin de février, là, pour, si ça stimule des choses chez vous, d'être capable de vous revirer de bord puis de faire vos devoirs. Mais en résumé, là, on garde en tête qu'il faut toujours, dans le fond, prendre le temps de réfléchir. Puis c'est notre responsabilité toujours de ces décisions-là. C'est nous qui sommes maîtres à bord. Donc, soyez responsables, s'il vous plaît, mais essayez d'optimiser au mieux ce que vous avez en fonction de votre situation. Avant de terminer, on a une petite demande pour vous. Donc, ce qu'on aimerait, si c'est possible, pour nous aider et aider les gens autour de vous, si vous pouvez partager à vos proches le podcast. On essaie d'aller chercher un plus large auditoire. Puis, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, parce que là, on est rendu, je me semble qu'on est au 42e épisode, puis on a un bassin de connaissances incroyable. Moi, j'en reviens pas quand on regarde le chemin qu'on a fait à travers les podcasts, qui est pour vous, qui est gratuit. Mais plus important que ça, c'est que même si ça parle de day trading, ça s'applique à n'importe qui, là. On vient de parler de REER. Qui n'a pas besoin de ces connaissances-là? Donc, ça s'applique à tout le monde. Donc, si vous pouvez le partager à vos proches, dans le but de leur aider, ben ça va nous aider aussi, ça va nous faire plaisir, dans le fond, de rayonner un petit peu plus grand. Et dans le fond, on vous invite aussi à vous abonner pour rester au courant de ce qui s'en vient. Parce que là, on a retravaillé notre liste de sujets, on a des choses excitantes qui s'en viennent. Puis, quand on se questionne sur un sujet, ben, on se dit, si nous, ça nous excite, ben, sûrement que ça va être
intéressant pour plusieurs d'entre vous. Donc, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, même si on en a fait un bon chemin. C'est jamais fini, en fait, d'apprendre ça. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous là, dans votre plateforme préférée. Il y a des beaux sujets qui s'en viennent. Donc, je termine avec ma maxime traditionnelle. Un rendement à l'abri de l'impôt nous permet d'avancer plus rapidement en nous donnant une bonne longueur d'avance pour encore plus d'abondance. Sur ce, je vous souhaite un bon trading puis bonne période derrière.